France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Le macabre, l'émotion, la raillerie se rencontrent, se succèdent. Il faut dire que Paul Léotot a la curiosité de voir les morts. Robert Mallet, le juge porté par sa nature, a des choses désastreuses aux choses mélancoliques. Il l'avoue, Paul Léotot. Je suis drôle en société, j'ai de la répartie, mais chez moi je me foutrais à l'eau. Grâce à sa mémoire merveilleuse, à la grande capacité qu'il avait à retrouver les sensations éprouvées, grâce à son timbre, à sa vivacité, à son humour assez gueulante, à son rire, Paul Léotot était la personne à rencontrer dans les années 50. Et Robert Mallet, qui le connaissait bien, savait le titiller, ne se laissait pas démonter par lui. Il l'avait rencontré pour la radiodiffusion française. Vous le savez bien, puisque toute cette semaine, vous écoutez dans les nuits de France Culture leurs entretiens. La radiodiffusion française présente Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. N'avez-vous pas connu ce désir que bien des fils, pourtant en mauvais termes avec leur père, ont ressenti quand ils se sont trouvés près du lit de mort de ceux dont ils portaient le nom? Un désir de rattraper le temps perdu et peut-être de compenser de longues années d'indifférence et d'hostilité. Mais non, je n'ai pas une nature si généreuse que ça. Oh, ce n'est pas de la générosité. Mais si, n'est-ce pas? Mon père m'était devenu absolument indifférent. J'avais pour lui des petites attentions. Ainsi, cloué dans son fauteuil, j'allais le voir à Courbevoie tous les 15 jours. Je lui portais des cigares, voilà, n'est-ce pas? Voilà. Et puis alors, comme je l'ai noté dans une mémoriam, cet homme, il lui restait tout de même un restant de conscience. Quand il croyait que je ne le voyais pas, il me regardait, avec une curiosité, n'est-ce pas? Certainement qu'il devait dire qu'est-ce qu'il peut penser. Enfin, il devait avoir une conscience de la différence qu'il avait eue à mon égard. Et de l'indifférence que vous aviez à son égard. Oh non, je n'avais pas d'indifférence, puisque je venais le voir, que je n'y étais pas obligé, et que je lui apportais des cigares, alors que c'était une dépense pour moi. Alors à quel sentiment obéissiez-vous en allant le voir alors que cela vous ennuyait, que vous n'aimez pas faire ce qui vous ennuie? Je ne peux pas. Et quel a été en vous le... J'hésite à employer ce mot que vous n'aimez pas, mais enfin je n'en vois pas d'autre. Quel a été en vous le sentiment dominant pendant ces heures où il a agonisé? La curiosité. Il n'y a que ça. Je n'ai jamais eu dans ma vie que de la curiosité. Et c'est ce qui fait que chaque fois que quelqu'un que je connaissais est mort, j'ai fait des pieds et des mains pour le voir. Oui. Mais c'est sans doute cette curiosité que vous exprimez quand vous dites « j'aurais donné beaucoup pour qu'il lui fût encore possible de parler » et qu'il me dise quelles joyeuses pensées vous viennent quand on est là si près du départ sans retour. Ouais. Voilà une réflexion d'apparence bien égoïste. Comme si vous ne cherchiez que votre profit personnel sans vous soucier des angoisses du moribond. Ouais. Vous admettez qu'il y a là un cynisme. Oui, si vous voulez. Et les travaux d'approche de la mort paraissaient véritablement vous passionner. Je vous cite encore. Ah, comme je l'ai regardé, et regardé, ce visage de mon père en train de mourir, ce visage qui changeait et s'abîmait au fur et à mesure. C'était en moi comme une curiosité, un attrait irrésistible. Et je ne sais quoi au monde n'aurait pu me retirer de là. Ouais, je vous dis, j'ai passé 4 jours et 5 nuits assis, tout près de son chevet, n'est-ce pas? Et la nuit avec une bougie. Et un cahier de papier devant moi, sur une table, sur un guéridon, avec un crayon pour prendre des notes. Et quelquefois même, je prenais la bougie à la main pour l'approcher et le regarder comme ça de profil. Enfin, cette curiosité n'était pas le seul ressort de votre façon d'agir. Vous dites en effet, j'ai toujours aimé les choses de la mort. Et si mes visites à mon père m'avaient souvent ennuyé, je commençais à me rattraper. Et de quelle façon vous rattrapiez-vous? Mais là, quand je venais le voir, c'était le silence, c'était rien du tout, c'était l'indifférence. Tandis que là, j'avais un sujet d'observation. Vous avez l'air d'avoir de la difficulté à comprendre ça, ou à vous rendre compte de ça.
Non, j'éprouve le besoin de vous faire vous expliquer sur un sentiment qui me paraît tout de même assez étrange. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas? Non, non. Vous avez admis tout à l'heure que vous aviez éprouvé un sentiment cynique. Or, le cynisme est tout de même une façon de penser qui est... C'est peut-être cynique de l'exprimer, mais ce n'est pas cynique de l'éprouver. Le cynisme consiste peut-être à avoir fait un travail littéraire avec le résultat de ma curiosité. C'est là qu'est le cynisme. Le cynisme n'est pas de regarder un homme en train de mourir. Tout de même. Non, mais c'est de le regarder mourir avec un certain regard. Le cynisme n'existe pas. Non, le cynisme n'est pas ça. Le cynisme n'est pas ça. Dites que c'est de la curiosité, dites que c'est, enfin, de la dureté, dites que c'est de faire passer l'intelligence avant la sensibilité, mais ne dites pas, le cynisme, c'est d'en avoir fait un récit. Et d'avoir osé exprimer ce que j'ai exprimé. Voilà ce qu'on peut traiter à la rigueur de cynisme. Je ne brave rien, c'est ma nature. Je ne brave rien. Je ne me force à rien. Je n'ai pas l'idée que je vains certains préjugés. C'est ma nature, je suis comme ça. Là. Et pouvez-vous évoquer le souvenir de ces longues heures pendant lesquelles vous avez veillé votre père? Car il fallut attendre plusieurs jours avant que son corps, plus résistant que son esprit, cessât de lutter. Ouais. Et ne pourriez-vous lire un passage tiré d'In Memoriam, ce petit livre que vous avez consacré à votre père? Ouais. Un passage dans lequel vous avez raconté l'agonie de votre père avec un accent de vérité, parfois même avec une brutalité dans la franchise qui souvent a pu choquer, mais qui ne peut pas laisser indifférent. Oui, j'en suis après la visite du médecin qui vient, qui lui touche un œil, qui lui pince un muscle, et il n'y a aucun réflexe, n'est-ce pas? Alors c'était vraiment l'annonce de la fin. Voilà. Alors, le médecin a dit, il n'y avait plus qu'à attendre, et pas très longtemps, assura cet homme, le médecin. Attendre. C'était assez dans nos moyens. Et depuis le dimanche précédent, nous ne posions guère autre chose malgré nos allures dévouées. Nous y ajoutions même un peu d'impatience entre nous l'avouer. Puisque cela devait si bien finir, le plus tôt serait mieux. C'est si vrai aussi qu'on se fait à tout. Depuis 4 jours que cela durait, nous étions mis à la hauteur, et le temps passait tout de même. Ma belle-mère à son ménage, mon frère à son bureau, et moi assis commodément à côté de mon père, songeant déjà à ce récit, et en faisant dans ma tête le meilleur brouillon possible. Et puis, c'était les manèges habituels que j'avais déjà vus à Calais pour la mort de Fanny. Les gens venaient aux nouvelles et il fallait bien les faire entrer. Un coup d'œil aux malades et on s'asseyait en rond autour du lit pour bavarder. On parlait bien un peu du mourant et de la mort, oui, le premier quart d'heure, mais rien de plus vite épuisé que les sujets éternels, et on arrivait vite à parler d'autre chose. On allait même jusqu'à rire ma parole. Quel brillant il prenait alors à mes yeux, celui qui était étendu là, qui ne disait plus rien, qui ne regardait plus rien, les yeux toujours fermés, et la bouche souvent seulement automatiquement sous la poussée de son souffle. C'était donc là toute la douleur des vivants pour les mourants, pas même le silence. Pas étonnant qu'il fît une telle grimace, et il se serait certainement retourné de pitié du côté du mur s'il l'avait pu, au lieu de rester comme il était, le visage tourné vers nous. Pourtant, un soupir un peu plus fort, ou un afflux de la pestilence qu'il dégageait, et l'attention revenait vers lui. Pour combien de temps croyez-vous qu'il en est encore, demandait quelqu'un avec intérêt. Mon Dieu, les airs ridicules qu'on a malgré soi dans ces moments-là, comme si cela avait pu servir à quelque chose. Je me croyais obligé de me lever, d'aller poser la main sur la poitrine de mon père, pour me rendre compte de l'état du cœur, paraît-il, et restais ensuite, la main à l'air, sans trop savoir quoi répondre. Heureusement, la question était déjà oubliée. La conversation avait repris, et j'en étais quitte pour me rasseoir et continuer à attendre de me retrouver seul pour mes devoirs filiaux. J'ai noté dans ce texte 2 phrases au passage. Dans ce texte qui est d'une suggestivité si prenante. Ce sont 2 phrases qui m'incitent à vous poser des questions. Vous dites, moi songeant déjà à ce récit et en faisant dans ma tête le meilleur brouillon possible. Est-ce vraiment au chevet de votre père que l'idée vous est venue d'écrire un livre sur lui?
Mais certainement, puisque je vous dis non seulement j'ai travaillé mentalement, mais j'avais mon papier de notes. Sur la table de nuit, il y avait un cahier de papier et mon crayon, et chaque fois que j'avais une observation à noter, je la notais. Ainsi, vous avez agi au chevet de votre père comme vous l'aviez fait au chevet de Fanny? Absolument. Ouais, avec ma mère. Avec votre mère, ouais. Pour confidente. Oui, oui, oui. Et vous aviez déjà l'intention de publier ce récit? Oh, certainement. Vous avez souvent dit que vous écriviez les choses que vous n'auriez pas dites de vive voix. Oui. Ainsi, peut-être n'auriez-vous pas raconté dans une conversation tout ce que vous avez vu et tout ce que vous avez ressenti au cours de l'agonie de votre père? Peut-être. Aujourd'hui encore, il y a des choses que j'écris et que je ne prononcerai pas. Ainsi, vous n'auriez pas raconté à votre belle-mère tout ce que vous aviez éprouvé. Oh, ma belle-mère était une créature d'un ordre plus qu'inférieur et qui ne m'intéressait pas. Jamais je n'ai parlé avec ma belle-mère. Non, je vous parle de votre belle-mère parce que vous en parlez vous-même dans In Memoriam. Oui. Et vous tenez sur elle des propos qui ne sont pas très agréables. Non. Vous dites notamment, le jour était venu qu'il, c'est-à-dire votre père, qu'il s'était entiché de la triste créature qu'il devait finir par épouser. Le texte a paru en 1905, elle vivait encore, elle a donc pu lire oh, non, jugement non, défavorable. Non, je ne sais même pas si mon frère a jamais lu In Memoriam, qui n'a pas bougé du mercure. Vous n'étiez donc pas gêné dans votre désir de publication? Oh, rien du tout, mon frère, ma belle-mère ne comptait pas pour moi, n'ont jamais compté pour moi. Et vous ne teniez pas compte de leur réaction? Non, rien du tout. Deux autres mots, ceux de la fin du passage que vous avez lu, m'ont également frappé. Vous parlez de vos devoirs filiaux. C'est de l'ironie. C'est de la moquerie, mes devoirs filiaux qui consistaient à rester là jusqu'à ce que... Mais vous n'avez pas mis une note pour l'indiquer, si bien que le lecteur pourrait croire qu'il s'agit de sentiments réels. Le lecteur ne sait pas lire. Le lecteur lit les mots. D'ailleurs, si j'en crois vos réflexions consignées dans In Memoriam, vous avez fini par éprouver un autre sentiment qui n'était plus seulement celui d'un spectateur. Vous deveniez malgré vous un acteur. Et vous avez noté, je commençais à prendre mon rôle au sérieux. Une grande pitié me venait, un attendrissement ridicule. Ouais. Mais pourquoi jugiez-vous ridicule cet attendrissement? En quoi une telle réaction vous paraissait-elle risible? C'est toujours la moquerie qui survient sur l'émotion, ça. Je ne peux pas échapper à ça. Et n'y a-t-il pas en vous une volonté de bannir d'office ce qu'on appelle emphatiquement les sentiments nobles et qu'on peut considérer... Non. Si, ce sentiment qu'on peut considérer dans le cas de votre attendrissement au chevet de votre père comme un sentiment fraternel. Non. C'est la tête. Il y a cette dualité en moi, n'est-ce pas? Il y a tout de même quelque chose de fraternel dans le sentiment que vous avez éprouvé soudain au chevet de votre père en le voyant souffrir. C'est pas pourquoi voulez-vous que ce soit fraternel. On peut toujours avoir une certaine pitié devant la mort de n'importe qui. Ah ben c'est de la fraternité, ça. Parce qu'on se met à sa place, même si on ne s'en rend pas compte. Au fond, c'est à soi qu'on pense. Bien justement. C'est pas de la fraternité. Et si, c'est parce qu'on se met à sa place et que, sans s'en rendre compte, on fait un effort d'imagination qui vous permet de vous dire, mon Dieu, si j'étais dans sa peau, comme je souffrirais. C'est une forme d'égoïsme, évidemment. Non, un égoïsme noble. Ce que j'appelle la pensée de la mort pour soi-même, c'est de dire, hein, moi aussi, un jour, ça m'arrivera de dégringoler comme ça. Ainsi, vous vous attendrissiez sur vous. Absolument. Alors, je suis tout à fait d'accord quand vous trouvez cet attendrissement ridicule. Mais votre curiosité n'a-t-elle pas, à un certain moment, reculé devant la réalité? Ah, ça, vraiment. Et vous avez ajouté, après avoir eu cette petite défaillance de curiosité, vous avez ajouté que vous le regrettiez. Oui. Et vous avez dit, le lecteur verra cela s'il lui arrive de perdre quelqu'un de cher. Ouais. Je note au passage que vous avez dit quelqu'un de cher. Voyons, Malais. C'est encore de la moquerie. Non, je ne vois pas en quoi il y a de la Mais moquerie. si, voyons. Enfin, mettons. Vous avez ajouté, sur le moment, on a de la lassitude, une sorte de nervosité. Sans aucun gré pour ces fonctionnaires qui vous disent si aimablement, voulez-vous le voir encore? On leur jette à peine un coup d'œil pressé pour en finir, après quand on les a emportés. Quel regret! Et comme on voudrait que tout recommence pour les voir encore. Un regret qui dure malgré soi, se ravivant quand on le croit éteint, qui arrive même à se changer en un désir, une curiosité. Désir et curiosité impossibles à satisfaire. Ah, c'est la vérité. Et ce regret,
C'est toujours la curiosité. C'est le regret de ne pas avoir pu assouvir la curiosité. Oui, de voir encore ce que ça devient. Ce n'est pas le regret de ne plus voir le mort. Non, c'est de voir ce que quel travail s'est produit, comment, dans quel état il est. C'est ça que je l'aurai encore aujourd'hui. Ah, c'est le regret qu'on éprouve devant toutes les choses que l'on n'a pas suffisamment vues. Oui. Et cela n'a aucun rapport avec la personnalité du mort. Enfin, c'était tout de même mon père, n'est-ce pas? Je m'excuse de relever certaines, ce que je crois être, jusqu'à plus ample informé, des contradictions. Et il m'a semblé en trouver une dans 2 phrases que je ne peux pas arriver à concilier. Elles ont trait à la mort et l'une d'elles est tirée d'In Memoriam, je vais vous la lire. De temps en temps, je vais prendre l'air là-bas, à son cimetière. Je piétine un moment sur place, devant sa grille, en tâchant de m'intéresser. Je regarde comme la terre s'est encore affaissée. Je calcule le temps. Je songe à tout ce qui doit se passer là-dessous. Mais comment conciliez-vous ces propos avec l'affirmation suivante, qui vous a été inspirée par la mort de Van Bever? Le chagrin pour les morts est une niaiserie, une illusion également. C'est sur nous-mêmes que nous pleurons, sur le vide ou la privation qu'ils nous laissent. Eux, ils sont morts, c'est-à-dire ils ne sont plus rien du tout. Pleurer sur eux ne rime à rien. Ben oui. Quand j'étais sur la tombe de mon père, ce n'était pas du sentiment qui m'agitait, c'est toujours la curiosité. Mais les pèlerinages au cimetière devraient logiquement, je veux dire selon votre logique, faire partie de toutes les niaiseries que représente pour vous le culte des morts. Mais c'était encore... Oui, si vous voulez. C'est encore une façon de pleurer sur soi que d'aller au cimetière. C'est encore une curiosité, là, pour je ne vois pas en quoi la curiosité peut trouver profit à aller au cimetière. Mais c'était toujours la même curiosité. Qu'est-ce qui peut se passer là-dessus? Comme j'aurais une satisfaction à le voir. Enfin, si la vue d'un mourant peut être instructive, si celle d'un mort peut apprendre quelque chose, parce qu'on a l'impression qu'on frôle le mystère, qu'on va peut-être le forcer, je ne vois pas en quoi la contemplation d'un caveau ou d'une dalle est susceptible d'exciter la curiosité et d'apporter un profit quelconque. Les visites au cimetière ne se justifient que si l'on accorde encore quelque importance à l'apparence charnelle, même devenue invisible. Ou que si l'on croit à la résurrection des morts. Or, que je sache, vous n'y croyez pas. Et vous mourriez demain, je ferai des pieds et des mains pour aller vous regarder. J'en suis très reconnaissant à l'avance. Il n'y a pas de quoi. Je sais pas, il ne faut pas vous être reconnaissant, je vous en remercie. Mais je voudrais tout de même savoir pourquoi cette curiosité que vous manifestez pour la mort, vous ne la manifestez pas pour d'autres expressions. Le reste ne m'intéresse pas. Vous n'êtes donc pas tellement curieux. Les choses de la mort m'intéressent, là. Et j'aimerais savoir pourquoi elles vous intéressent. Ce n'est pas sur le plan philosophique qu'elles vous intéressent, car vous dites la pensée des morts, je m'y complais, vous ne dites pas la pensée de la mort. Oui. D'ailleurs, vous parlez très souvent des morts, et vous ne parlez presque jamais de la mort, avec un M majuscule. Enfin, je l'ai écrit dans un morceau de Propos d'un jour, n'est-ce pas? La mort est plus belle que la naissance. La pauvreté est plus belle que la richesse. La solitude est plus belle que la société. Un écrivain de talent qui est inconnu, c'est plus beau qu'un écrivain de talent qui connaît. Mais pourquoi ce panégyrique de ce qui est en somme la souffrance? Non, parce que la mélancolie est une chose admirable. Et que, comme je dis, un homme, une femme qui ont aimé dans leur vie et qui finissent leur existence dans un 3e étage, n'ayant pour compagnie leur souvenir, c'est plus beau que la gueule entourée d'un tas de petits-enfants. Enfin, la mélancolie, la solitude. Et aussi, le bonheur, c'est médiocrité. Eh bien, j'ai l'impression que cette tournure d'esprit que vous avez, pour ne pas dire cette tournure de cœur, cette tournure d'esprit est tout de même fraternelle. Être plus intéressé par la souffrance. Je suis un spectateur et enfin je suis porté par ma nature aux choses désastreuses, aux choses mélancoliques, voilà, aux choses solitaires. Je suis porté vers ça. Vous les trouvez? J'étais comme ça quand j'étais enfant, quand j'ai dû me cacher sous une table sans jouer ni rien du tout et que je me plaisais là, c'était déjà ma nature. Alors c'est une forme de caractère désabusé. Si vous voulez. Je crois que lorsque je suis en société, je suis drôle, je suis amusant, j'ai des réparties, tout ça, n'est-ce pas? Enfin, on trouve que je suis très drôle, enfin très amusant, très spontané, que j'ai des répliques vives. Mais chez moi, je me foutrais à l'eau. Quand je suis seul chez moi, je me foutrais à l'eau.
Vous avez donc une espèce de nostalgie très profonde que vous portez en vous depuis votre enfance. Et que Je ne vous... sais pas une nostalgie, je ne regrette rien. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas le bonheur, ça ne m'intéresse pas du tout, n'est-ce pas? Éprouver le besoin par moment de se flanquer à l'eau, comme vous dites, est tout de même une façon de regretter un sort qu'on n'a pas connu. Mais pas du tout, on est tourné comme ça. C'est peut-être un empoisonnement, ainsi, n'est-ce pas? Quand j'allais à Pornic, chez le Fléau, n'est-ce pas? Passer 8 jours, 15 jours, enfin c'était des vacances tout de même, n'est-ce pas? C'était convenu, ne me parlez pas le matin quand j'arrive. Alors je descendais du grenier, je me levais, je menais à la cuisine, prendre le café au lait, et elle savait ne pas me parler. J'étais dans un état moral, comme je suis à tout m'élever, un état moral déplorable. La vie vous fait peur? Non, qu'est-ce que je ne sais pas ce que j'ai, je ne sais pas si c'est le sommeil qui m'intoxique, enfin je suis oublié. Voilà. Et alors, du reste, je crois que le sommeil m'intoxique. Quand il m'arrive dans la journée de sommeiller dans mon fauteuil, quand je me réveille, il me faut une demi-heure pour me remettre, enfin, dans un état à peu près. Vous avez donc une certaine appréhension vis-à-vis du sommeil? Non, pas l'appréhension, il faut bien que je dorme, enfin, n'est-ce pas? Mais enfin, c'est comme ça, je ne peux pas expliquer ça. Alors la mort doit provoquer en vous une certaine peur, puisque la mort... Je n'ai pas sommeil. peur de la mort, j'ai la révolte de la mort. Voilà, je trouve ça bouffon de s'en aller. Pourquoi est-on venu alors? C'est un sentiment très romantique que vous exprimez. Eh ben, admettez que je sois romantique. C'est une nouveauté pour moi. Ben, vous venez de le prouver. La mort métaphysique, la mort philosophique, si vous préférez, cela ne vous préoccupe pas. Ce Non, que vous deviendrez dans l'au-delà, vous vous en souciez fort peu. Oui, je le sais du reste, ce que je deviendrai. Mais vous avez de la chance, dites-le moi. Voilà. Que deviendrez-vous? Je deviendrai un petit absent dans une urne. Vous niez donc absolument l'existence de l'âme. Oui, oh, absolument. Je trouve que l'âme, c'est un phénomène physique qui existe en nous tant que nous vivons, et le jour où on cesse de vivre, où tout s'éteint, l'âme, du reste, c'est un mot qui ne signifie rien. Rien. L'intelligence, le cerveau est une chose qui n'est pas l'âme. Le cerveau est un composé chimique qui est plus ou moins dosé chez les individus. Vous savez que la valeur intellectuelle dépend de la quantité de sel qu'on a dans l'organisme. On veut. Rien de plus. En somme, vous êtes, on pourrait dire, un matérialiste. Oui, plutôt. Ah oui. Oh, oh, oh. Vous ne croyez qu'en la matière. Absolument. Et vous ne croyez pas en la prolongation dans une vie spirituelle. Oh, aucune. Ça, je suis rétif complètement. J'ai le respect de la religion chez les autres. Je conçois qu'on croit, n'est-ce pas? Je trouve ça très bien. Je suis pour la liberté des cultes et qu'on n'empêche pas d'aller à la messe les gens à qui s'appelait d'y aller. Mais moi, je trouve ça puéril. Mais ce mélange chimique qui produit l'intelligence, vous ne paraissez guère l'apprécier, puisque vous vous plaisez beaucoup plus dans la compagnie des animaux que dans celle des hommes. Oui, bon. Vous vous méfiez de l'intelligence. Non. Non, au contraire, l'intelligence, c'est pour moi, quand je trouve qu'un individu, mon Dieu, a des qualités, ça m'intéresse beaucoup. Il n'y a aucune comparaison, vous faites un rapprochement qui ne tient pas debout. Je n'aime pas la société. Je n'aimais pas la société des enfants quand j'étais enfant. Je vivais seul, n'est-ce pas? Le père Léoto ne pouvait pas arriver à me faire sortir de ma table. Je suis resté comme ça, comme moi. J'aime mieux être chez moi seul que d'être en société. Et c'est au nom de l'intelligence que vous niez l'âme. C'est-à-dire qu'il y a là un côté abstrait, métaphysique, tout ça, à quoi je suis complètement fermé. Vous croyez ce que vous voyez, et vous niez ce que vous ne voyez pas. Ouais, si vous voulez. C'est une forme un peu simpliste de rationalisme. Si vous voulez. Ouais. Ben, je ne veux pas vous ennuyer plus longtemps avec ces propos philosophiques qui, je sais, vous déplaisent prodigieusement. Je voudrais vous faire revenir à la pensée des morts, puisqu'aujourd'hui nous parlons de la mort. Nous parlons de ce qui pour vous a beaucoup d'attrait, de ce qui pour vous a cette mélancolie romantique que vous ne pensiez pas apprécier à ce point-là. Ainsi, vous avez toujours cherché les occasions de voir sur leur lit de mort les personnalités
que vous aviez connu comme Les ami. personnes, ne dites pas personnalité, parce qu'alors, ça emporte une préférence pour les gens célèbres. Si, je Non. dis personnalité parce que François Copé, Ah vous oui. ne l'avez jamais eu comme ami et vous avez désiré le voir sur son lit de mort. Oui, parce que c'était un... Il aurait pu ne pas être célèbre, seulement je le rencontrais. J'étais familier de cet homme qui avait du reste un visage extraordinairement intéressant. Un autre de vos amis que vous avez assisté dans ces derniers moments, ou plutôt, non pas dans ces derniers moments, mais quand il était déjà sur son lit de mort, c'est Marcel Schwob. Oui. Et vous avez même eu le geste amical de déposer une branche de lilas dans son cercueil. Oui. Mais quel était le mobile de cet acte? Déposer une branche de fleurs dans un cercueil, quand on ne croit à rien, Bon. ça ne sert à rien. Oui. Certainement que ça ne sert à rien. Sentimentalisme. Bon, enfin, c'est parce que c'était un ami, n'est-ce pas? Voilà, que j'avais passé des moments avec lui, enfin, voilà. Que je dînais tous les soirs avec lui, n'est-ce pas? Quand Moreno était au Sarah Bernard, il vivait couché, n'est-ce pas? Alors, on mettait une table au pied de son lit, et je dînais là, enfin, j'avais eu, enfin, des rapports très amicaux, presque intimes avec lui, enfin. Pour moi, déposer une branche de fleurs dans un cercueil, c'est exprimer un petit peu de son âme. Bon, eh ben, si vous voulez. Mais je concède que ça ne rime à rien. Un autre mort que vous avez vu et que vous avez désiré revoir, c'est Charles Louis-Philippe. Ouais. Vous avez donné sur sa mort beaucoup de détails macabres Ouais. et intéressants, Ouais. où la raillerie et l'émotion, une fois de plus, se rencontrent. Ouais. Auriez-vous la gentillesse de lire l'un des passages dans lequel vous décrivez Charles Louis-Philippe sur son lit? Ah ouais. Le voici. C'est la première fois qu'un mort me donne à ce point une impression de comique. Philippe était petit. La mort semble le faire plus petit encore. Les cheveux, la moustache et la barbe, devenus très secs, un peu ternes, ont l'air de cheveux, de moustache et de barbe postiche. Le visage, avec les paupières légèrement bleuies, le nez plus vif d'arête, le bas des joues de chaque côté légèrement tuméfié, la faiblesse très accentuée du menton rendue encore plus visible par l'aplatissement de la petite touffe de barbe que Philippe portait pour cacher ce défaut de conformation, semble vraiment un de ces visages en bois mal sculpté et mal peint qu'on voit aux marionnettes. L'aspect, la position du corps augmente encore cette impression. Petit, très large d'épaule, le ventre proéminent. Philippe a les deux bras allongés, raides, tendus de chaque côté, avec chaque poing fermé et serré, et les jambes également allongées, raides, comme tendues aussi, terminées par les petits sacs de toile blanche des pieds. Rien d'un corps couché, amolli dans le repos. Au contraire, une grande tension, une grande roideur. Il conserve là sur ce petit lit également, par l'expression du visage, un petit air résolu tout à fait curieux. On ne saurait mieux le comparer qu'un individu dans la position rigide du fixe militaire. Il s'est immobilisé dans cette attitude et qu'on a étendu tel quel sur un lit. Avec cela, l'opposition du drap, du complet qui l'habille, sur la blancheur du drap, la lumière crue de 2 ou 3 ampoules d'électricité, c'est tout à fait une marionnette de jeune massacre. Cette description d'un mort est d'une objectivité dénuée de toute émotion apparente. Vous avez observé méticuleusement et vous avez traduit vos observations avec le maximum d'exactitude. Ce qui vous a frappé le plus, c'est l'allure caricaturale du mort. Et vous n'avez nullement éprouvé le besoin de mêler à votre description des considérations d'ordre sentimental. Il est un autre mort que vous avez, si vous me passez cette expression, pris sur le vif. Il s'agit du mari de celle que vous aviez surnommée le fléau, de ce mari dont vous avez, pendant de longues années, sans doute, adouci la vie en attirant sur vous les foudres amoureuses de sa femme. Vous étiez, selon l'usage, son ami. En l'absence du fléau, vous preniez vos repas en sa compagnie. Un jour, vous arrivez chez lui pour déjeuner, mais ici, je vous laisse la parole. Et je vous demande de bien vouloir lire le passage de votre journal où vous relatez la surprise que ce mari vous a faite ce jour-là. Bien. 1924, dimanche 14 septembre.
J'écris tout ce qui suit ce soir, dimanche 14 septembre. Le pauvre Bailly est mort. Je l'ai trouvé mort dans son fauteuil vendredi 5 courant à 1h moins 20 en arrivant pour le déjeuner. J'entre. Je crie bonjour. Pas de réponse. Je pose mes paquets dans la cuisine. Je vais jeter un regard dans la salle à manger. Je le vois dans son fauteuil, dormant. Je me dis, bon, il dort. Je ne pouvais m'étonner, il dormait tout le temps. J'entre dans les cuisines. Je vois dans un bol un café au lait préparé, tout prêt à prendre, la cuillère dedans. Cela me surprend. Je jette de loin un nouveau coup d'œil dans la salle à manger. Sur la table, rien des restes d'un repas comme d'habitude. J'entre dans la salle à manger. Je vais au fauteuil. Je le vois alors là, tout près, dans la même pose, absolument, avec la même figure que lorsqu'il dormait, mais sans souffle, et le teint déjà cireux. Il avait dû mourir très paisiblement. Les yeux étaient fermés, les mains posées très naturellement sur les cuisses, les jambes dans leur pose habituelle. Je pose mes mains sur les siennes, encore tièdes. Sûrement, il n'y a pas plus d'un quart d'heure qu'il est mort. Je descends en rade prévenir le concierge. Il monte avec moi. Ils vont ensuite chercher un médecin habitant la maison. Celui-ci arrive. Le Bailly est bien mort. La concierge me raconte qu'il est descendu à 11h30 pour chercher son lait. Il lui a dit qu'il avait mangé le soir, la veille, des haricots, qu'il ne les avait pas digérés, qu'il avait été malade toute la nuit. Il a été chercher son lait, puis il est remonté. On peut penser que les choses se sont passées ainsi. Il a eu le temps de moudre du café, de faire du café, de faire bouillir son lait, de préparer son café au lait dans le bol. Au moment de le prendre, un malaise. Il a quitté la cuisine pour aller se mettre dans son fauteuil. Il devait avoir son journal à la main. Il l'a posé sur une chaise à côté du fauteuil. Il s'est assoupi et la mort est venue, sans souffrance à ce moment-là, à en juger par son aspect, pas la moindre contraction ni sur le visage, ni dans les mains. Le médecin parti, je suis allé expédier une dépêche au Fléau. Marie malade, venez, prenez le train ce soir à 6h. Amenez Follette. Je serai à la gare demain matin, samedi, à votre arrivée. Il était 1h moins 10. 4 heures au maximum pour la transmission. Elle avait tout le temps de prendre le train. Je suis alors remonté déjeuner dans la cuisine. Mauvais déjeuner, à peine chaud. Je suis allé à son armoire. J'ai pris un de ses mouchoirs et le lui ai étendu sur le visage. Je suis resté jusqu'à 4 heures à faire les affaires des animaux. Cette autre description, pas plus que celle dont la mort de Charles-Louis-Philippe vous a fourni le prétexte, ne laisse place à l'émotion. Mais il ne faudrait pas déduire de ces deux lectures que la mort d'autrui ne vous affecte pas au sens où ce mot s'apparente à celui d'affection. Je vais à mon tour lire un texte dans lequel vous racontez la mort d'un être dont la disparition semble vous avoir profondément affecté. Il s'agit de la mort, non pas d'un homme, mais d'un animal, celle de votre griffon singe, que vous avez raconté un soir, alors que vous auriez dû écrire une chronique dramatique, et que vous n'aviez pas envie de le faire parce que le chagrin vous étreignait, et vous avez raconté la mort de votre animal, au lieu de raconter ce que valaient ou ce que ne valaient pas les pièces que vous aviez été voir. Je vais lire moi-même ce texte que je trouve très émouvant. Je vais maintenant vous raconter la mort de singe. Rira qui voudra. Moi qui ris de tout plus que personne, je me moque bien de ceux qui riront. C'était un petit griffon bruxellois, à long poil feu, pas plus gros qu'un chat de bonne taille. Il devait à la drôlerie, à la malice éveillée de sa frimousse, un peu simiesque, ses deux noms, Monquet et Singe. Un être charmant, un intelligent petit bonhomme de chien. Sa petitesse, sa fragilité, sa vivacité remplissaient ma maison de soucis et d'attention. Je revis, en parlant de lui ici, la soirée qu'il est mort. Je le revois étendu par terre sur un oreiller à 2 pas de ma table de travail, tout le corps secoué de convulsions qu'on maîtrisait à grand-peine. Plus d'1 heure ainsi, puis un dernier spasme, un cri, une plainte, et c'en fut fait. Alors, à genoux auprès de lui, plein de sanglots, le visage presque sur son corps, je le caressais, je lui parlais, je l'appelais comme s'il eût pu m'entendre encore. Petit bonhomme, petit bonhomme. Je ne trouvais que ces mots dans tout mon chagrin. Le lendemain matin, je l'emportai dans un petit kiosque à l'écart dans le jardin, et le dimanche qui suivit, je l'enterrai. Je voulus le voir ce jour-là encore une fois, avant de ne plus le revoir. Il n'avait changé en rien, aucune laideur, aucun grimacement. Je le pris dans mes mains, roidi, glacé, tout d'une pièce, semblable ainsi à un jouet d'enfant.
et pour la dernière fois avec lui, je lui dis adieu. Singe, singe, c'est donc fini. On ne gambadera plus dans le jardin avec ses amis chats, on ne sautera plus sur la table pour mieux fêter mon arrivée chaque soir, on ne sera plus auprès de moi pendant les longues veillées à me regarder lire ou écrire. On ne dormira plus sur le traversin à côté de mon oreiller, une patte posée si amicalement contre ma tête. La bonté, l'intelligence, l'attachement, le plaisir de vivre, c'est donc fini. Et depuis ce dimanche, il est là dans le jardin, un peu après la terrasse, non loin de la tombe de mon premier chien et de mon premier chat, et je peux voir de ma fenêtre les pierres assemblées qui recouvrent la place où je l'ai enfoui. Après plus de 2 mois, je ne me remets pas de mon chagrin. Certains penseront, avec juste raison, que vous avez mis à raconter la mort de votre chien le sentiment que vous n'avez pas mis à raconter celle de votre père. Ils penseront que vous avez réservé l'ironie pour la mort de vos amis, et peut-être seront-ils étonnés de ne pas vous voir ironiser, comme il vous arrive souvent, sur votre propre peine en la trouvant exagérée. Mais vous ne la trouvez pas exagérée, cette peine. Je le sais. Pour ma part, je ne me permettrai pas d'ironiser sur elle. Pas plus que sur cette passion pour les animaux dont elle est la preuve. Je me permettrai simplement de croire que votre raillerie à l'égard de la mort des hommes est une forme de pudeur. Ils sont vos semblables, et c'est déjà votre propre mort que vous observez sans ménagement à travers la leur. Je voudrais savoir à la suite de quelles circonstances, en 1907, vous avez été amené à tenir la chronique dramatique de la revue du Mercure de France. C'est gourmand. Puis un jour, n'est-ce pas, je venais là tous les soirs, m'a dit, écoutez, vous devriez prendre la chronique dramatique. Il y avait Harold qui venait de la quitter, n'est-ce pas? Alors j'ai d'abord refusé, j'ai raconté ça dans l'article sur Gourmand qui se trouve dans Passe-Temps, l'article que j'ai écrit à propos de la position d'une plaque sur, rue des Saints-Pères. Alors je disais non, non, alors Valette a dit mais si, enfin j'ai fini par me lancer là-dedans, n'est-ce pas? Quoique je disais jamais je ne me tirerai de cette affaire-là. Et puis alors j'ai commencé, j'ai continué jusqu'à je ne sais plus quelle année. Enfin. En 1921. 1921. Et Gourmand avait pensé que vous étiez particulièrement qualifié pour tenir cette chronique. Ça fait rien. Peut-être parce que vous étiez le fils du souffleur de la Comédie Française et que vous aviez vécu dans les milieux théâtraux. Ah, j'en sais rien. En tout cas, Gourmand, n'est-ce pas, avait énormément de sympathie pour moi, n'est-ce pas. Et puis Gourmand était un homme, on pouvait n'être pas de son avis sur rien, il l'admettait. Il n'était pas comme Schwab, n'est-ce pas, qui, le jour, comme quand sur un sujet on ne passait pas comme lui, on sentait que Schwab disait que l'imbécile. Tandis que Gourmand était l'être le plus tolérant possible. Et Alfred Valette a donc suivi le conseil de Rémy de Gourmand. Oui, ils étaient là tous les deux dans le bureau, n'est-ce pas, ils m'ont dit, mais si, allez marcher. Parce que vous avez hésité? Mais oui, je vous dis, j'avais peur de ne pas m'en tirer. Et ne pas vous en tirer parce que vous ne vous sentiez pas assez compétent? Oui, j'ai toujours été comme ça. Moi, les choses, n'est-ce pas, me reculent. Donc vous étiez collaborateur régulier à la rue du Mercure de France. Oui. Et je voudrais savoir comment, de rédacteur, vous êtes devenu, en 1908, un employé de la maison d'édition. Est-ce que vous avez demandé à Alfred Valette, alors directeur du Mercure, de vous trouver une situation? Ou bien est-ce lui qui vous l'a proposé? C'est lui qui me l'a proposé, parce que, n'est-ce pas, la gracification de le marquis... commençait à fondre. Ah oui. Et vos appointements de chroniqueur étaient-ils importants? Oh, je touchais 24 francs par chronique. C'est à cette époque-là? Oui. Voilà. 24 francs par chronique. Et vous viviez de peu? Oui, on donnait 6 francs par page. Et je pouvais donner 18 pages, j'avais 24 francs. On ne m'en demandait pas 18, parce que vous deviez donner 4 pages en principe. Oui, voilà. Seulement, souvent, n'est-ce pas, je donnais le triple. Je touchais avec 24 francs. Et vous viviez avec combien par mois? C'est là que Valette m'a dit un jour, écoutez, n'est-ce pas, si vous voulez, moi, je vous prends comme secrétaire au Mercure. Voilà. Alors, il ne voulait me donner que 125 francs. Et il a fallu que je discute. Je ne sais combien, au moins 1 heure avec lui pour lui dire, écoutez, mettez 150. Voilà. Et quel était exactement votre titre, ou si vous préférez votre rôle au Mercure de France? Portiez-vous le nom de secrétaire? Oui. Secrétaire de l'administration? Secrétaire de la revue. Vous ne vous occupiez que de la revue? Ah oui. J'insiste sur ce point parce que tout le monde sait que vous avez été un pilier du Mercure et que vous représentiez le mieux avec Alfred Valette l'esprit de cette grande maison. Oui, il y avait Gourmand tout de même. Hein. Oui, mais Gourmand est mort en 1915 et vous avez continué à représenter cet esprit beaucoup plus longtemps. Et généralement, on ignore,
En quoi consistent exactement les fonctions que vous avez assumées? C'est pourquoi je vous demande de les préciser. Mais quand j'ai commencé, j'étais dans le bureau contigu à celui de M. Valette. J'étais là pour le service des épreuves. Voilà, je recevais les épreuves, je les envoyais aux auteurs, je vérifiais les corrections, etc., etc. Voilà. J'ai été 33 années employé. Et alors, en 1911, je crois, Vambevert, qui était au premier étage, lui, il était entré avant moi au Mercure, lui, puisqu'il a débuté rue de l'Échaudé. Alors Vambevert est parti, parce que sa production littéraire prenait tellement d'extension, il a annulé sa démission. Alors, moi, Monsieur Valette m'a dit, si vous voulez, descendez au premier étage et vous prendrez les fonctions de Vambevert avec celles que vous avez déjà ici, au deuxième. Vous avez cumulé les fonctions, mais vous n'avez pas cumulé les traitements. Attendez donc. Alors, je lui ai dit, écoutez, vous pourriez peut-être ajouter au moins une partie des appointements qu'avait Vambevert, puisque je prends mon travail d'ici, je descends en bas et je prends le travail de Vambevert. Enfin, après discussion, il a consenti à me donner 250 francs. Et encore, a-t-il dit que pour masquer la chose aux yeux des autres gens du personnel, il ne me donnerait que 200 francs ouvertement, et il me donnerait 50 francs de plus pour la rédaction de bulletins de nouveautés trimestriels. Voilà. Monsieur Valette, n'est-ce pas, qui a été pour moi un homme exceptionnel, à qui je dois tout comme écrivain, qui était comme directeur de revue un homme extraordinaire. Monsieur Valette m'a souvent dit, un employé, ça s'en va, ça se remplace. On pouvait, à ses yeux, être, depuis 3 mois dans la maison, ou plus de 30 ans, c'était kiff-kiff. C'est assez incompréhensible, car il avait une façon très généreuse de traiter les auteurs. Ah, mais ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Il semble difficile de concilier cet esprit très humain et cette absence d'équité vis-à-vis du personnel. Non. Comme directeur de revue, je vous dis, il était remarquable. Je vous l'ai déjà dit quand j'ai publié In Memoriam, il y a eu 45 désabonnements. 45, n'est-ce pas? Monsieur Valette s'est contenté de dire cela se désabonne, d'autres s'abonneront. Et Monsieur Valette disait aussi, quand j'ai confié une rubrique de la revue de la quinzaine à un écrivain, je m'interdis le droit de regarder un mot de ce qu'il écrit. Je lui retirerai sa chronique si un jour j'ai des raisons, mais tant qu'il l'a, je ne sais pas ce qu'il fait. C'est ce qui vous est arrivé. Ouais. Il ne vous a jamais obligé à changer un mot de vos chroniques, Oh. mais un jour il vous a retiré la chronique. Ah non, sur les instances de Rachid. En 1921. Ouais. Parce que Rachid, tous les jours, lui disait, mais enfin, c'est extraordinaire. Il abîme dans ses chroniques des gens qui viennent au mardi, n'est-ce pas? Alors, seulement, n'est-ce pas, quand une femme tous les matins vous dit ça, n'est-ce pas? Alors, un jour, il m'a dit... Elle finit par avoir gain de cause. Voilà. Alors, il a créé pour moi une gazette en me disant, vous pourrez parler de théâtre si vous voulez, vous pourrez parler dans cette rubrique de tout. Et alors, une chronique qui a été fondée exprès pour moi, qui s'appelait Gazette d'hier et d'aujourd'hui. Et quand il m'a annoncé ça, je lui ai dit, enfin, écoutez, Monsieur Valette, ici, j'étais dans son bureau, ici, c'est la rédaction. Bien. Je lui ai montré le salon de Madame Rachid. Là, c'est le salon de Madame Rachid. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre les deux? Et il m'a dit... Il y avait tout de même quelque chose de commun, car le salon de Madame Rachid accueillait tous les auteurs du Mercure. Et la question n'est pas là. Et tous ceux qui n'étaient pas du Mercure... Vous interprétez mal le mot commun. Ça voulait dire que Madame Rachid n'avait rien à faire dans la rédaction. Elle n'avait rien à faire, je ne s'en occupais pas. Il a bien été obligé de le reconnaître. Seulement, n'est-ce pas, un mari à qui tous les matins on dit Alfred, tout de même, Alfred. Voilà. Ainsi, pendant 33 ans, vous avez occupé des fonctions qui vous ont mis en contact journalier avec les personnalités les plus importantes de la littérature. Ouais. Et vous avez pu suivre pas à pas le développement de la pensée littéraire. Ouais. Et cette longue tranche de votre vie, vous l'avez presque entièrement vécue dans un petit bureau du vieil hôtel de la rue de Condé. Ouais, l'ancien hôtel de Beaumarchais. Oui, l'hôtel de Beaumarchais. C'est là qu'il a écrit une marche de Figaro. Je crois que vous aimiez beaucoup votre petit bureau. Beaucoup. Pourtant, il était assez étriqué, plutôt obscur. Oui, mais enfin, je m'y plaisais beaucoup. Beaucoup. Et puis, vous savez, enfin, j'avais un sort très agréable comme employé. Je faisais ce que je voulais, n'est-ce pas? Oui, vous étiez très autonome.
vrai, oui. Je n'étais pas un employé de la librairie, n'est-ce pas? Avez-vous éprouvé une impression de satisfaction en vous installant dans ces fonctions? Oui. Vous avez eu l'impression que c'était tout de même un métier plus conforme à votre tempérament que celui de clerc dans une étude ou de secrétaire d'un administrateur judiciaire? Oui. Et puis déjà, à cette époque-là, en 1911, n'est-ce pas, j'avais déjà bénéficié beaucoup de la sympathie de Valette. Voilà, notez que c'est Valette qui m'a dit un jour, écrivez en prose, qui m'a dit ceci, enfin, n'est-ce pas, je vous dis, je dois tout à cet homme comme écrivain. À cette époque-là, nulle part ailleurs, je n'aurais pu faire paraître ce que j'ai écrit au Mercure, à cette époque-là. Mais votre vie était très remplie, puisque toute la journée, vous la passiez dans les Oui. bureaux du Mercure, et presque toutes vos soirées, vous alliez au théâtre. Oui. Maintenant, donc il une m'arrivait vie- quelquefois d'être absent de mon bureau parce que j'avais une répétition générale dans la journée. C'était même ce qu'on peut appeler une vie très endiguée. Et vous qui avez par-dessus tout le goût de la liberté, qui ne voulait avoir pour loi que votre fantaisie, comment avez-vous pu envisager, sans appréhension, de passer de la sorte votre existence dans une voie aussi régulière et très peu fantaisiste, il faut l'avouer? Ouais. Mais, j'ai toujours été employé pour vivre. J'ai commencé à être employé à l'âge de 15 ans et demi. J'avais plus que ça. Puis sans doute n'imaginiez-vous pas que cette existence serait si unie. Si, ça va bien. Je me disais, je suis là pour ma vie. Vous l'avez accepté dans l'immédiate et Ah, ensuite la mais force des certainement. choses à jouer. Oui, puis je vous dis, je m'y plaisais beaucoup. N'est-ce pas? D'abord, j'étais libre, je faisais ce que je voulais, et puis, enfin, j'étais chargé aussi d'éviter à M. Valette certaines visites, inopportunes, n'est-ce pas? Enfin, je m'y plaisais beaucoup. Si Bernard ne m'avait pas liquidé en 41, j'y serais probablement encore. C'est curieux car vous ne paraissez nullement prédisposé à la constance et en somme votre vie a été extraordinairement stable. Mais moi j'ai le caractère sédentaire. Justement, je voudrais arriver à cette idée de sédentarisme. Peut-être cette dépendance, cette routine dans laquelle vous avez vécu sur le plan professionnel a été pour vous la meilleure garantie de votre indépendance d'écrivain, croyez-vous pas? Certainement. Du reste, je le dis toujours, n'est-ce pas? Quand je reçois quelquefois des jeunes gens qui viennent me voir à Fontenay, n'est-ce pas? Je dis, ayez un second métier. C'est la seule façon d'être libre. Ayez un second métier. Et au fond, si vous aimez la liberté, vous aimez aussi la discipline et l'organisation méticuleuse. J'aime surtout mon indépendance d'esprit. Et je l'ai assurée, n'est-ce pas, en ne dépendant pas pour la matérielle, n'est-ce pas, en ne dépendant de personne. Et vous avez toujours été irrité lorsqu'on vous a comparé à un bohème. Personne n'est moins bohème que moi. Et certains, au contraire, pensent que vous avez des goûts assez bourgeois. Mais je suis un petit bourgeois juste dans la moelle des os. Et ce jugement ne vous irrite pas? Ça m'est bien égal d'être... Je trouve même très sage d'être un petit bourgeois par l'existence, par les mœurs, n'est-ce pas? Voilà. Ce qui importe, c'est la nature d'esprit qu'on a. On peut être un petit bourgeois, n'est-ce pas? Et puis, être un partisan de lancer les bombes. Ah, on n'est plus un petit bourgeois de ce fait. Ah, tout de même, il faut séparer la vie matérielle de la vie spirituelle. Oui, mais un petit bourgeois n'envisage pas de jouer les anarchistes. Kant était un sédentaire, ça n'empêche pas que c'était au fond une sorte de révolutionnaire. Vous revenez à ce mot sédentaire, et justement, je voudrais vous faire expliquer pourquoi vous n'aimez pas voyager. Je ne dis pas que je n'aime pas voyager. D'abord, je suis très timide. Je ne saurais pas me débrouiller tout seul. Voilà. Somme, peut-être auriez-vous eu le goût des voyages si vous aviez eu l'occasion de voyager. Peut-être, oui. Mais je crois que aujourd'hui encore, aujourd'hui où j'ai acquis un petit peu, enfin où j'ai perdu un peu de ma timidité, oui, peut-être je voyagerais si je pouvais, n'est-ce pas? Mais c'était pas, j'étais incapable de descendre dans un hôtel, la mysticité m'intimidait. Et vous n'avez pas l'impression, vous qui êtes si curieux de tout, que vous avez beaucoup perdu en ne voyageant pas? Oui, Tout au moins que vous avez subi un manque à gagner. Oui, certainement qu'on doit tirer les profits spirituels des voyages. Et vous manquez inévitablement de points de comparaison. Ouais. Juger sainement, c'est souvent pouvoir comparer. Ouais. Quels ont été vos plus lointains voyages en France? Calais, c'est tout. Et puis la Bretagne. Et Porny, voilà. Calais, quand vous êtes allé retrouver votre mère à l'occasion de... Du reste, je la mort me de traite famille. toujours de croquant de Paris. Voilà, je n'ai jamais bougé de ma coquille parisienne. Et finalement, vous n'éprouvez pas grand regret de n'avoir pas vu davantage. Je regrette l'Angleterre.
Alors j'ai une très grande admiration pour l'Angleterre. Et à cette époque, quand j'étais au Mercure, j'étais en correspondance avec une dame de la grande société anglaise qui s'appelle, je prononce mal, Lady O'Hare, qui était la mère du ministre des colonies et d'un ambassadeur en Espagne. Eh bien, elle habitait une région au-dessus de l'Angleterre, je ne sais pas, qui s'appelait Stouréade. Elle me disait, venez, il y a tout ce qu'il faut ici pour vous recevoir, pour vous loger, venez donc passer un mois ici. Je n'avais pas l'argent nécessaire, ni la liberté, je ne pouvais pas quitter le Mercure comme ça, n'est-ce pas? On semble regretter de ne puis pas alors, avoir... je connaissais Arnold Bennett, j'avais connu George Moore à Paris, n'est-ce pas? Enfin, j'avais 2, 3 écrivains anglais là-bas, amis plus ou moins, enfin, qui m'auraient reçu, je ne connais pas un mot d'anglais. Voilà. Vous regrettez de ne pas avoir été en Angleterre parce que vous l'admiriez, mais peut-être que vous auriez admiré d'autres pays si vous aviez eu l'occasion d'y aller. Aucun ne me donne avis, je ne dépasserai Et pas... vous auriez peut-être changé d'avis, justement. Non, je ne dépasserai pas 3 francs pour On aller ne part pas faire un voyage avec une idée préconçue. On revient d'un voyage avec une idée. Non, je ne dépasserai pas 3 francs pour aller en Italie. J'ai horreur des villes musées et des archéologies et de tout ça. Mais pourtant, il m'a semblé, chaque fois que j'ai eu le plaisir de me promener avec vous dans les rues de Paris, que vous étiez intéressé par tout ce que vous voyez. Oui. Et même que vous cherchiez à voir davantage, à Ouais. voir le plus de choses possible. Ouais. Vous arrêtant aux devantures, Ouais. elles sont insolites Ouais. ou Ouais. attrayantes, cherchant à savoir ce qui se passe dans les attroupements. Ouais. Dernièrement, devant Saint-Germain-des-Prés, vous vous êtes approché, alors que moi, j'en avais pas du tout eu l'intention, d'un groupe où l'on discutait, et vous avez voulu savoir ce que l'on disait. Ouais, Vous m'avez ouais. demandé qui est cet homme, c'était justement Lope. Ah oui, ouais, ouais. Et vous avez manifesté ainsi une curiosité qui m'a paru celle d'un voyageur, tout au moins d'un voyageur parisien. Oui, oui. Ah, ça, je suis. Vous Je êtes reste- à votre façon une sorte de piéton de Paris comme Léon Paul Fargue. Oui. Mademoiselle Dormois, qui aime beaucoup se promener dans les bois de Versailles, tout ça, moi, ça m'assomme la nature. Moi, j'aime les rues. Je voudrais voir des petites bourgades de province. J'aime la rue, les boutiques, regarder et écouter les conversations. La Peut-être- nature, moi, la nature. Peut-être estimez-vous qu'il est inutile d'aller loin pour trouver de l'inédit, et qu'un observateur perspicace a assez d'occasions de découvertes et de sensations neuves autour de lui sans aller les chercher en se dépaysant. Ouais, bon. Le goût du voyage exprime souvent une soif de connaître qui va de pair avec un esprit plein et lucide. Mais ne pensez-vous pas que très souvent, il soit la traduction d'un esprit sans profondeur, qui s'ennuie vite, Oui. qui a besoin pour se croire meublé de meubler ses yeux? Je crois que certainement il y a ça dans mon cas, parce que moi, je suis capable de passer 8 jours dans un fauteuil sans livre ni rien, et sans m'ennuyer. Voilà. Oui, le besoin de voyager est en somme souvent l'expression d'un vide intérieur, Certainement. une sorte de déception sur soi-même. C'est comme les gens qui vont au café, les gens qui vont au théâtre, les gens qui vont au cinéma, sont des gens qui sont capables de rester chez eux et ils sont perdus. Ils ont trop de vie dans eux-mêmes et il semble qu'ils se cherchent. Oui. Or moi j'ai l'impression, M. Léoto, que vous ne vous êtes jamais cherché et que vous vous êtes trouvé dès votre jeunesse. Et qu'en somme vous vous êtes constitué votre propre univers sans vous soucier de parcourir l'autre, le grand, celui de tout le monde. Je crois que j'aurais très bien vécu en prison, à condition d'avoir de quoi écrire, de quoi fumer. Je vivrais très bien en prison, ça ne me priverait pas. Oui, c'est une façon d'être sédentaire qui n'est tout de même pas très agréable et vous en avez choisi une autre. Plus qu'aucun autre, un homme qui aime demeurer sur place doit accorder de l'importance au cadre permanent de sa vie. C'est bien de mon avis, cela semble logique. S'il ne désire pas voyager, c'est autant par sagesse que par besoin de tranquillité. Et comment donc, vous qui vouliez demeurer en tête-à-tête avec vous, sans plus changer de site que de situation, comment avez-vous organisé votre vie le jour où vous êtes devenu un employé? J'ai toujours vécu la même chose. Ah non, vous n'avez pas toujours vécu de la même façon. C'est justement là où je veux arriver. Vous habitiez d'abord Paris. Oui. Vous aviez changé très souvent de logement, Oui. ne les trouvant jamais à votre gré, à votre Non, convenance. le bruit, c'est toujours le bruit qui m'a chassé. Et je pense que si vous changez de logement, ce n'était pas par goût de la nouveauté, mais par goût de la tranquillité. Oui, Et finalement, vous n'aviez jamais pu obtenir le silence que vous cherchiez. jamais. N'avez-vous pas alors tourné vos yeux vers la banlieue? Non. J'habitais passage Stanislas. J'ai un petit logement, très bien, très bien. Et puis enfin, j'avais assez de tranquillité. Mais à cette époque-là, j'avais 4 chiens, dont un chien de très grande taille. Le propriétaire était charmant. Mais un jour, il m'a dit, écoutez, monsieur Léoto,
je suis enchanté de vous avoir comme locataire, mais j'avoue que je ne vous garderai pas si vous ne voulez pas vous débarrasser de ce grand chien. Et je lui ai dit, écoutez, je suis désolé, mais j'aime bien me débarrasser de vous comme vous me débarrasser de ce chien. Alors j'ai commencé par chercher dans les environs, rue d'Assas, rue Notre-Dame de Lorette, en rez-de-chaussée, sur la rue. Parce que je me disais, ce sera très commode, quand je rentre du théâtre, pour, sans déranger la concierge, je pourrais faire sortir pour un dernier tour mes chiens par la fenêtre. Donc il disait, je ne dérangerai pas cette femme, je n'ai rien trouvé. Et alors c'est là que je suis parti explorer la banlieue sud. Non, là, plutôt sud-ouest. Oui. Sud-ouest, oui. Et alors, j'avais d'abord été à Robinson. Et à Robinson, le spectacle des ânes le dimanche m'a été pénible. Oh, que Dieu ne veut pas venir ici. Les ânes qui servaient aux promenades des enfants? Oui, aux gens qui se promenaient à Arles. Enfin, c'était la mode encore à cette époque-là. Alors, je suis descendu vers Fontenay, voilà, et j'ai trouvé la maison que j'occupe aujourd'hui. Elle vous a séduit immédiatement? Ah ouais. Je crois qu'on avait une très belle vue. Oui, et puis enfin, écoutez, dans cette rue un peu isolée, n'est-ce pas, où les voitures ne passent à peine, et qui ne passaient pas du tout à cette époque-là. Voilà. Voilà, et j'y suis encore. Il y avait alors encore de grands espaces verts, sans habitation, autour de votre maison. Ah, dans le bas. Mais autour de chez moi, c'était tel que c'est aujourd'hui. Et votre maison était entourée d'un jardin? Ben oui, vous le savez bien, puisque vous y venez. Oui, je sais bien, évidemment, mais enfin, je voudrais vous le faire préciser parce que, comme vous dites que vous n'aimez pas du tout la nature... Ah oui, mais enfin... C'était pour les animaux, le jardin. Oui, et puis après, c'est une même protection. C'est l'isolement. Oui, une maison une qui zone trouve, de sécurité. Une maison qui se se trouve au milieu d'un jardin assez grand, on est encore plus isolé que s'il n'y en avait pas. Vous ne l'avez jamais cultivé? Rien. Vous l'avez rendu à la nature? Il a continué comme ça. Les allées se sont faites parce que vous y passiez souvent? Oui. Mais vous n'avez jamais entretenu un massif? Non. La propriétaire actuelle l'appelle du reste la forêt vierge. Oui, c'est un peu excessif, mais enfin, c'est tout de même un jardin vierge. Oui, et comme je lui ai dit, on ne pourrait pas en dire autant de vous. C'est peut-être une méchanceté qu'il ne méritait certainement pas. Donc ce jardin, vous n'en avez en somme pas beaucoup profité, vous en avez surtout fait profiter vos animaux. Oui, ils sont tous enterrés là. Oui, c'est une façon de profiter d'un jardin qui n'est pas très drôle. Songez que j'ai eu au moins 300 chats et 150 chiens. Ils sont tous morts de leur belle mort chez moi et ils sont tous enterrés dans le jardin. C'est une vraie nécropole, votre jardin. J'ai du reste un plan. Hein. J'ai un plan de mon jardin avec les noms sur les emplacements. Mais quand on y pénètre, on n'en a absolument pas l'impression. Ah, naturellement. Vous avez laissé repousser l'herbe et les buissons. Alors à quoi vous sert votre plan? Ah ben, il me sert quand par exemple, vous avez lu l'histoire de Monquet, si j'ouvrais mon plan, je retrouverais la place. En somme, c'est pour ne pas enterrer les uns sur les autres les animaux. Ouais. Cela fait partie de votre goût de l'organisation et de la discipline. Vous avez toujours dit que le cadre, pour vous, importait très peu. Oui. Le cadre dans lequel vous travaillez. Oui. J'aimerais pourtant que vous nous disiez quel est le cadre dans lequel, à l'intérieur de cette maison, vous vous installez pour penser et pour écrire. Vous connaissez bien le pays, Oui, moi je la connais, mais les auditeurs ne la connaissent pas, et c'est pourquoi je vous le demande. L'hiver, je travaille dans cette pièce où je fais en plus ma cuisine, n'est-ce pas? Voilà, j'ai une petite table, et puis c'est là que je travaille. Quand j'avais les chiens et les chats, la maison n'était jamais fermée. Hiver comme été, tout ouvert. Même quand vous n'étiez pas là? Ah, il y avait une bonne à cette époque-là. Ah oui. Donc le cadre, pour vous, ne vous importe pas, et je crois même que vous préférez travailler dans un intérieur extrêmement simple. Oui, Les bibelots vous gênent. Oui, l'horreur des vitrines, les bibelots, je trouve ça. Ouais. Mais je vous dis, moi, si ce n'était pas le bruit, je vivrais aussi bien encore dans une unique pièce au 5e. Ça m'est égal, ça. Ça m'est égal, absolument. Vous avez dit que Loti avait un goût, espèce d'antiquaire oriental. Ah oui, cet homme qui s'habillait chez lui, je ne sais plus, en costume oriental. Oriental. Bon, je trouve ça, non. Vous n'aimiez pas non plus l'intérieur de Huysmans. Oh non. Et ni l'écrivain.
Et par contre, je crois que Renan vous plaisait beaucoup parce qu'il ne pouvait pas dire de quelle couleur était son papier dans sa chambre. Ce qui a scandalisé Goncourt. Le côté artiste chez Goncourt, n'est-ce pas? Vous savez qu'il a écrit du reste La maison d'un artiste, Goncourt. Eh bien, il est scandalisé de cet homme. Comment il n'a jamais regardé la couleur. Mais on peut, sans être un artiste, remarquer la couleur d'un papier. Je dois dire que cela m'apparaît même étonnant que l'on puisse avoir un esprit d'observation porté vers certaines choses et absolument indifférent aux autres. Ce qui est votre cas. Oui, mais un homme comme Renan, qui devait avoir une vie intérieure prodigieuse... Mais je ne crois pas qu'il y ait antinomie entre une vie intérieure prodigieuse, comme vous dites, et un don d'observation qui permet de remarquer la couleur d'une tenture, d'un tapis ou la forme d'un vase. J'ai noté dans une de vos chroniques dramatiques cette réflexion. Certains disent « une maison sans enfant n'est pas une maison ». Moi, je dis « une maison sans bête ». J'aurai plusieurs fois encore l'occasion de citer vos chroniques dramatiques à propos des animaux, car tout étonnant que cela puisse paraître, vous leur avez consacré de grandes pages au milieu de vos commentaires sur les pièces. Parfois même, vous avez parlé d'eux plus longuement que des pièces. Il y a même une chronique entièrement consacrée aux animaux au détriment de l'auteur. Et les lecteurs ne s'en trouvaient pas toujours satisfaits, car vous faisiez des fugues qui vous entraînaient fort loin du véritable sujet. Et sans doute peut-on expliquer cette immixtion des animaux dans vos chroniques dramatiques par leur présence à vos côtés quand vous écriviez vos articles. Certainement. Et puis, écoutez, il a pu arriver quelquefois que, en rendant compte d'une pièce et de son auteur, c'était en quelque sorte encore d'une bête que je m'occupais. Et pourtant, votre dédicace, ce n'est pas aux auteurs que vous l'avez adressée, c'est aux animaux. Je vais la relire, cette dédicace des chroniques de Maurice Boissard. La voici. À mes chats, à mes chiens, à la mémoire de ceux de leurs camarades qui m'ont quitté, je dédie ces chroniques, écrites en leur compagnie, pour moi la meilleure de toutes. Il y a donc entre vous et les animaux non pas seulement un état d'intimité, mais on pourrait dire presque un état de connivence. Et c'est encore dans une chronique grammatique que vous avez illustré votre propos sur la maison sans animaux, en décrivant votre propre demeure de Fontenay. Voudriez-vous lire ce passage qui est daté de septembre 1912 et qui est toujours vrai, si l'on accepte la présence de l'oie et de la chèvre qui depuis sont mortes, puisque vous habitez encore en ce moment cette maison à Fontenay. Alors, c'est le passage... Oui, bon. Aujourd'hui, le petit horizon qui m'est dévolu pour parler comme M. Lavedan m'offre plus d'espace. C'est d'abord le feuillage d'un haut marronnier qui pénètre presque dans ma chambre, puis un jardin que continue pour les yeux au-delà de légères clôtures d'autres jardins comme un grand parc sans maison. Là-bas, au loin, un train qui passe. Et plus loin encore, sur un coteau, Robinson, dans un peu de lumière et le bruit léger des musiques. Si j'abaisse mes regards, me faire lire les choses comme ça. Je vois mes chiens couchés ça et là, dormant ou guettant. La mobile tache blanche de l'oie qui se promène. Et là, au pied d'un autre marronnier, l'autre tache blanche de la chèvre qui somnole au bout de sa corde. De temps en temps, un de mes chapaces rentre à la maison ou la quitte encore les flâner. Par-dessus tout cela, la nuit, le silence, à peine troublé par l'heure qui sonne quelque part, ou par le lointain aboiement d'un chien. Voilà. Mais comment parveniez-vous à concilier les exigences de votre métier, de votre double métier, celui d'employé au Mercure de France et celui de critique dramatique, avec celle de votre asile d'animaux? N'étiez-vous pas obligé de revenir à Fontenay? J'avais une bonne dans ce temps-là, n'est-ce pas? Alors, tous les soirs, je partais du Mercure et j'apportais d'abord à Fontenay la provision pour le lendemain. Et puis je repartais quand il fallait que j'aille au théâtre. Voilà, mais tout ça c'était très, très réglé. Ça ne souffrait aucune difficulté. Il fallait tout de même que vous reveniez à Fontenay, que vous repartiez, cela impliquait que vous repreniez un train deux fois. Voyons. Enfin, ce sacrifice, car c'en est un tout de même, ou si vous préférez un mot moins fort, ce dérangement ne vous coûtait pas. Non, je ne l'aurais pas pris pour des humains, certainement. Voilà. Je vous dis, je n'ai été capable de sacrifices dans ma vie, je ne parle pas de l'argent, mais les sacrifices de porter des paquets, de faire des courses, de repartir, de revenir. Il n'y a que les bêtes pour qui j'ai fait ça. Et ce sacrifice correspond également à un sentiment du devoir, sans doute. Ah, du moment qu'elles étaient chez moi. Voilà.
Et en somme, le devoir que vous vous imposez à vous-même cesse pour vous d'être un devoir. Oui, n'est-ce pas? J'ai pitié de ce qui est sans défense, voilà. Et puis notez que toutes les bêtes que j'ai recueillies, elles sont le résultat de salopios qui n'ont pas fait leur devoir ayant une bête. Oui, je sais, justement, je voulais plus tard, vous poser cette question, mais auparavant, j'aimerais que vous disiez de quand date chez vous cet amour des animaux, et s'il vous a été imparti dès votre naissance comme un signe inné de votre sensibilité, en même temps que votre scepticisme à l'égard des hommes, ou bien si c'est votre expérience de la vie qui, peu à peu, vous a porté à vous détacher de vos semblables pour vous attacher aux animaux. Non, étant enfant, j'ai toujours vécu avec des bêtes. Mon père, quand il habitait rue des Martyrs, avait 13 chiens, n'est-ce pas? J'avais une accoutumance des bêtes. Mais 13 chiens qui n'y vivaient pas ensemble. Ils vivaient ensemble dans le pavillon de la rue des Martyrs. Mais où j'ai commencé à être apitoyé par le son des bêtes, c'est quand j'habitais rue Rousselet. Il y avait une sorte de garage de voitures à bas où les gens venaient jeter des chats. Alors j'ai commencé à nourrir des chats dans cette espèce de hangar. Voilà. Et puis je me rappelle aussi qu'un jour, rue Oudinot, je me suis disputé avec un flic qui venait de capturer un chien qui se promenait. Je lui ai dit, qu'est-ce que ça peut vous foutre que ce chien se promène? Enfin, j'ai eu affaire à une brute, n'est-ce pas, qui l'a emmené. Voilà. Mais on a souvent dit de vous, il aime les animaux par dépit, parce qu'il n'a pas su se faire aimer des hommes, ce qui est d'ailleurs à voir. Et vous vous en êtes toujours vivement défendu. Mais ça ne tient pas debout, je n'ai rencontré, je peux dire, je n'ai rencontré dans ma vie que des sympathies humaines. Oui. Je n'ai toujours rencontré tout le long de ma vie que des gens empressés, enfin, et même inutiles, si vous voulez, enfin. Je n'ai rencontré que des sympathies. Mais vous avez eu pourtant quelques accrochages dont vous parlez vous-même dans le journal littéraire. Oh, très peu. Mais vous avez écrit, d'ailleurs, je n'aime pas les bêtes par dépit, je n'ai de dépit de rien, je n'en ai que de moi-même. Oui. Et vous confirmez ensuite que votre mode de vie est directement influencé par les animaux en disant, c'est bien vrai, pourtant, que je n'aime rien tant que la solitude et le silence au milieu de ces animaux qui me mangent ma vie, je le sais bien. Mais qu'y faire, c'est devenu une passion que je sens bien incurable. Oh, j'ai dû avoir au moins 300 chats et 150 chiens, pas tous à la fois. Non, je m'en doute. Mais ma moyenne, c'était une trentaine de chats et une douzaine de chiens. Voilà. À la mobilisation de 14, j'avais 38 chats, 22 chiens, une chèvre et une oie, que j'avais appelée Aurel. Et qui ont fait l'exode avec vous? Non, ils sont restés là. Mais vous les avez emmenés à Oh, Paris. pas tous. Quels étaient les animaux que vous aviez emmenés de préférence aux autres? Oh, j'avais emmené ceux qui étaient le moins importants. Voilà. Et encore que j'ai fait ça que parce que le fléau est venu me chercher. Mais je précise pour les auditeurs que le fléau, ce n'est pas la guerre, mais une amie chère à Monsieur Léoto à ce moment-là. Oui. Voulez-vous préciser votre attitude vis-à-vis des animaux? Je veux dire, voulez-vous révéler ce qui motive de votre part cette prise en charge de tant de bêtes? Car ceux qui les aiment en ont généralement quelques-uns seulement autour d'eux. La présence d'un chien et d'un chat, par exemple, suffit à leurs besoins de compagnie animale, à leur tendresse. Mais dans votre cas, à votre goût égoïste de l'animal s'ajoute, à n'en pas douter, un besoin altruiste. C'est ce besoin que je voudrais que vous expliquiez. Mes promenades dans Paris, le Luxembourg, tout ça me fournissait à chaque instant des occasions de ramasser une bête. Je me rappelle qu'un jour j'allais mettre une lettre à la poste au bureau de poste qui est en face le Sénat, n'est-ce pas? Il est passé devant moi un chien de très grande taille, dans un état. J'ai couru après lui jusqu'à une avenue qui partait de l'école militaire en allant vers la Seine. Et il passait une femme qui avait 3 chiens à la corde. Alors ce chien que je poursuivais s'est arrêté et j'ai dit à la femme, saisissez-le. Alors elle l'a saisi, j'avais toujours une laisse sur moi et j'ai pu lui passer la laisse autour du cou. Et ce chien, avait une mauvaise disposition, n'est-ce pas? Eh bien je me rappelle que je suis remonté et chez un boucher j'ai acheté je ne sais pas combien de viande et sur la place Saint-François-Xavier, je me suis assis. J'ai fait manger ce chien qui certainement pour lui était dans un état abominable. Quand il a eu fini, si vous aviez vu la façon dont ce chien a posé la tête sur mon bras, ça ne se décrit pas.
Vous vous êtes en somme contenté de recueillir les animaux perdus et ceux dont les autres vous laissent débarrasser. Au Luxembourg, par exemple, l'été, j'étais employé au Mercure. J'ai vu ça pendant des années, chaque été. Des gens ont un chat, ils partent en vacances. Je ne sais pas, par bêtise, ils n'emmènent pas. Ce n'est rien d'emmener un chat, un panier, ça ne pèse pas. Bon, enfin, alors, chaque année, les gens foutaient dans le jardin Luxembourg leur chat. Quand ils revenaient, ils en prenaient un autre. Les nouvelles vacances, ça recommençait. J'ai recueilli là, je ne sais combien de mètres. Car au Luxembourg, il y avait des jardiniers qui les assommaient. Et vous n'aviez aucune préférence? Oh, aucune. Il m'est arrivé quelquefois, il y avait une madame de Silva qui était présidente de l'organisation zoophile, Rudrel. Alors quelquefois elle me dit, oh, elle m'écrivait un mot, monsieur Lyoto, venez donc, j'ai un siamois ou un angara. Je disais toujours, cela se vos clients. Moi, je ne prends pas les bêtes de luxe. Et en effet, les chats de luxe se trouvaient clients. Dans une de vos chroniques, d'ailleurs, j'ai lu ce passage. Tous les animaux m'intéressent du moment qu'ils sont dans l'abandon ou dans la souffrance. Ouais. Et qu'ils soient beaux ou laids, qu'importe. Ils ont pour moi ce qui vaut la plus belle beauté. Ils sont malheureux et ne peuvent le dire. Ouais. C'est donc la souffrance des animaux qui vous a dicté de les recueillir. Oui, et uniquement cela. Et la dépendance dans laquelle ils sont. Notez que vous prenez un chat ou un chien. Vous pouvez le jeter dans le feu ou lui appigeonner le paradis, il est sans défense. C'est ça qui compte pour une sorte de devoir à l'égard des bêtes, c'est qu'ils sont sans défense. Ils ne peuvent pas défendre, ils n'ont pas le langage. Ainsi, j'ai trouvé hier à Fontenay, je passe devant une cordonnière que je connais, et je vois un nouveau petit chat sur sa porte. Je lui dis, tiens, c'est un nouveau, ça? Elle me dit, c'est une petite chienne, elle a 2 ans. Je l'ai recueillie. Son maître avait déjà chargé son fusil pour la tuer parce qu'elle avait des tiques. Vous savez ce qui se met dans la peau? Dans la peau des chiens. Ce qui s'enlève avec une goutte d'huile. Voilà. Ben, vous avouerez que c'est de la sauvagerie. Voilà. C'était Entretien avec Paul Léoto. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Ces entretiens Paul Léoto, Robert Mallet, dans une réalisation de Georges Godebert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale les 1er, 5, 8 et 12 février 1951. L'entretien est édité au Mercure de France. À suivre dans les Nuits de France Culture.